Bonjour à tout le monde, bienvenue, donc c'est la dernière séance, on y est. Donc aujourd'hui on va simplement terminer donc, le programme donc, des PID, quoi. Donc j'avais splitté en deux hein, la dernière séance, j'ai un peu allégé la septième séance, donc on va faire ce qu'on n'a pas fait dans la septième séance aujourd'hui. Donc juste cet exercice facultatif, UTD 3, et je vais terminer avec voilà, quelques réponses sur les questions ouvertes qu'il y a eu au CT l'an dernier. En 2020. Bon, ça tombe bien parce que effectivement, donc l'épreuve sera cette année aussi en distanciel. Voilà. Donc, bah, écoutez, bonne vidéo. Alors, dans l'exercice 2, vous avez donc un cas de figure qui est le suivant. Donc, vous avez eh bien, deux économies, une économie riche et une économie pauvre. Donc, on a une économie pauvre qui a un capital par habitant de une unité. Et donc, chez l'économie riche, on est à 10 unités. Ce qu'on vous demande, c'est de justifier qu'avec le modèle de Solow, le capital devrait s'investir dans le pays pauvre et non dans le pays riche. Déjà, on va montrer ça. Ensuite, on va montrer que, eh bien, si l'on suppose que les niveaux de technologie sont différents, ou si l'on se situe dans le cadre du modèle de Romer 86 ou Lucas 88, eh bien, on n'a plus nécessairement ceci qui est vérifié. Donc, si je suis, donc déjà, je vais considérer, eh bien, le modèle de Solow. Alors, qui dit quoi? Il dit simplement que l'on a un y égale, alors c'est a fait alpha. Donc là, c'est du Solow, voilà, on va dire classique. Donc j'introduis quand même le mode de technologie parce que va falloir que je l'utilise par la suite. Donc déjà, la première chose, c'est pourquoi le capital devrait s'investir chez le pays pauvre. Non. Bon, du coup, alors pourquoi? Simplement, donc, si je me place dans le cadre donc, de Solow, eh bien, une hypothèse qui est faite dans Solow, et qui est vrai aussi bien dans le modèle qu'on a vu par la suite, c'est qu'on a cette concurrence pure et parfaite. On a la CPP. Et la CPP, comme vous le savez, suppose que eh bien, la rémunération du capital, R plus delta, est égale à la productivité marginale du capital. D'accord? Parce que le capital est rémunéré à sa productivité marginale. Donc attention, nuance, ceci n'est pas le rendement du capital, c'est la rémunération. Donc le rendement, c'est ce R. Voilà. Bon, en gros, donc voilà ceci. Donc maintenant, PMK est comment? PMK, comme vous le savez, d'après les conditions du NADA, c'est quelque chose qui va être toujours positif, mais décroissant, et on va tendre vers zéro au fur et à mesure que eh bien, le capital augmente. Donc évidemment ici, vous voyez où je veux en venir. Donc vous savez que alors, KP est égal à 1. Pour le pays pauvre, il y aura une PMK qui va être relativement élevée. Alors que le pays riche, lui, a une PMK qui va être beaucoup plus faible. Okay. Donc vu que on a la PMK du pays donc pauvre qui est largement supérieure à celle du pays riche, on aura eh bien, alors, en supposant que la dépréciation est la même dans les deux pays, on aura eh bien donc un rendement du capital RP qui va être supérieur à RR, donc si la dépréciation est la même. C'est ce qu'on suppose généralement. D'accord? Donc, eh bien, si le rendement est plus élevé dans le pays pauvre, eh bien, le capital va aller donc, vers le pays pauvre. Donc, voilà le
raisonnement de base. Alors je vais toujours rester avec Solo, mais là on dit que ça n'est plus nécessairement le cas avec des niveaux technologiques différents. Alors si je prends ma PMK, donc si je la calcule, elle vaut quoi? Elle vaut A, alpha, kt, alpha moins 1. Okay, bon. Alors vous remarquez que donc kt alpha moins 1, la puissance est négative. Donc si je fais apparaître encore mieux ce que je vais vous montrer, j'aurai ceci. Ok, bon. Donc ici, une hausse de kt fait donc augmenter le dénominateur et donc diminuer la PMK. Donc là, algébriquement, je traduis le graphe que j'ai fait, que je montre ici avec la flèche. Maintenant, vous en doutez bien, si je suppose que A n'est plus homogène, donc si on a donc le niveau du pays riche qui est supérieur au niveau du pays pauvre, eh bien, le résultat précédent n'est plus forcément vérifié. Donc PMK donc riche inférieur à PMK pauvre, ceci n'est plus forcément vérifié. Pourquoi? Parce que vous voyez que une hausse de A fait augmenter donc le numérateur. Donc le pays riche, lui, s'il a OK un capital qui est élevé, donc un dénominateur qui est élevé, mais qui compense avec un niveau technologique élevé, ça va potentiellement invalider ceci. Okay, donc ici, le facteur technologique peut compenser le handicap du pays riche. Voilà, donc là on a fait la première moitié de la réponse, donc on est toujours dans le cadre du modèle de Solo, on a juste introduit un niveau technologique qui peut être différent entre les deux pays. Donc, prochaine slide, je vais me concentrer sur le modèle de Romer, 1986, pour montrer qu'effectivement, là aussi, il peut invalider ce résultat. Alors, je vais vous montrer maintenant que le pays riche peut être plus attractif que le pays pauvre avec le modèle de Romer, donc 86. Et le papier s'intitule c'est Increasing Return and Long-Term Growth. Donc lui, ce qui met en évidence, c'est l'apprentissage par la pratique, le learning by doing. Donc c'est learning by doing. C'est-à-dire que une hausse du stock de capital donc de l'entreprise I qui investit, donc ici en 4.I, ça va augmenter le stock de capital de connaissances agrégées de l'économie. L'investissement va créer la connaissance. D'accord? Alors si je prends donc sa fonction de production, donc chaque entreprise I produit une quantité Y, I. Donc on a le terme A, KI, donc la puissance alpha, grand K, I, 1 moins alpha. Donc en fait, ce grand K, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est le stock de capital agrégé. Donc il y a N firmes, et ce grand K, c'est la somme du capital de toutes les firmes de l'économie. Donc c'est le capital agrégé. Ok, voilà. Donc ça c'est la fonction de production. Donc qui dépend donc du stock de capital. Donc de l'entreprise I, donc du stock de
connaissances agrégées, du stock de capital agrégé et de la quantité LI de travail qu'elle emploie. Alors, je vais juste passer cette fonction de production sous forme intensive. Donc, je vais passer à petit yi. Donc, je vais neutraliser le facteur travail. Donc, j'aurai A, petit ki alpha, fois donc, dans ce grand K, je peux le laisser comme ça, 1 moins alpha. Donc, le LI va disparaître. Car, bon, vous savez que LI, c'est LI puissance alpha fois LI puissance 1 moins alpha. Alors, je vais pas s'expliquer, mais donc pourquoi on met grand K ici? Parce qu'habituellement on met grand A. Ok? Donc le travail efficace. Donc pour une technique qui augmente eh bien la productivité du travail. Sauf que ici, à cause de l'externalité, eh bien en fait, le stock de connaissances, et ça correspond au stock de capital agrégé. Donc, Roma considère que ces deux choses-là sont équivalentes parce que eh bien, le capital crée de la connaissance de manière proportionnelle. Donc, je peux dire que eh bien, le stock de connaissances correspond au stock de capital. D'où le fait que on ne mette pas A, mais grand K. Voilà, je pense qu'il fallait que j'explique. Je pense que c'est plus clair maintenant. Voilà. Donc, on a ceci. Maintenant, Romer suppose aussi que toutes les firmes sont identiques. D'accord? Donc, que toutes les firmes ont le même stock de capital KI. Ce qui veut dire que, vu que les firmes sont identiques, je peux exprimer, donc, les firmes sont homogènes, identiques. Donc je peux dire que, eh bien, le grand K, du coup, c'est LI fois petit KI. Parce que toutes les firmes sont identiques. Donc, le stock de capital agrégé, c'est le nombre d'individus, donc LI, la taille de la population, fois le stock de capital de chaque individu. D'accord? Qui correspond ici à une firme. Donc, ce que j'aurai simplement YI égale AKI, alpha, fois LI petit KI, 1 moins alpha. Donc là, je peux dire que YI est égal à A, KI qui va être à la puissance 1. Voilà, et donc j'aurai LI puissance 1 moins alpha. D'accord, donc voilà ici pour YI. Donc maintenant, si je passe à la PMK, donc j'aurai quoi? J'aurai, donc vous voyez, c'est un modèle AK une nouvelle fois. Là, ce qui va ressortir, c'est ce LI 1 moins alpha. Donc ce LI 1 moins alpha, c'est ce que Romer appelle l'effet d'échelle. C'est-à-dire, eh bien, c'est la population. Plus la population est élevée, plus vous avez une diffusion des connaissances qui est grande, parce qu'il y aura un stock plus grand. D'accord? Donc par contre, Romer suppose effectivement que la connaissance est un bien public, donc tout le monde peut y accéder. Hein. Donc effectivement, plus il y a de monde, plus il y a de connaissances, plus il y a de circulation de connaissances. Donc plus l'externalité du capital est importante, et donc plus la PMK est importante. Donc ici, Romer neutralise lui aussi cette loi des rendements marginaux décroissants, qui fait que eh bien, le pays riche peut être plus attractif que le pays pauvre, s'il a d'une part donc un niveau technologique plus élevé, ça on l'a précédemment, ce résultat, mais surtout voilà, avec cet effet d'échelle, s'il est plus peuplé. Donc voilà pour Robert. Donc je vais passer maintenant à Lucas dans la slide suivante. Alors maintenant avec le modèle de Lucas, donc 88, qui s'intitule donc Handy Mechanics of Economic Development. Alors lui, ce qu'il va introduire comme notion, c'est la notion de capital humain.
Donc le capital humain, c'est quoi? En fait, c'est toutes les aptitudes et compétences qui... Je vais l'écrire, toutes les aptitudes slash compétences, bien en fait, qui sont productives. Donc qui augmentent votre productivité du travail. Donc lui, avec ça, il va neutraliser un peu la loi des rendements marginaux décroissants du capital. Alors, je vais juste passer directement à la fonction de production sous forme intensive, parce que sinon c'est un peu long. Donc ça va être donc y égale donc k et k alpha, donc ça vous connaissez, c'est classique. Et on a ici ce terme u h puissance 1 moins alpha. C'est quoi? Donc pour chaque période, donc j'oublie tous les t, voilà. Pour chaque période t, vous avez en fait une unité de temps. D'accord? Et cette unité de temps, vous passez donc ut, donc vous travaillez, et 1 moins ut, vous apprenez. J'ai oublié de t. Ok, donc ici, ce qui va rentrer dans la production, c'est la part du temps que vous consacrez à travailler, mais qui va dépendre de votre niveau de capital humain acheté. Donc acheté, voilà. Donc si vous ne savez rien faire, si vous n'avez aucune compétence, acheté égale 0, donc IT acheté égale 0. D'accord? Vous pouvez travailler tout le temps, ça sert à rien. Ok? Donc on a ceci. Et il y a ce terme qui se rajoute, alors, donc c'est H A, c'est quoi ce terme? C'est sigma? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas sigma, c'est. Bon, c'est pas grave. Donc, HA, c'est quoi? C'est le niveau de capital humain moyen. A comme average de l'économie. Effectivement, si vous travaillez qu'avec des individus qui n'ont aucun capital humain, donc si le niveau de capital humain moyen de l'économie c'est 0, là, vous ne produirez rien parce que vous êtes, en gros, vous brassez de l'air, quoi. D'accord? Et là, ce terme, ça m'échappe, c'est ce qu'on appelle l'externalité de capital humain. Donc plus ce terme ici est élevé, et bien plus l'impact du niveau capital humain moyen de l'économie est important. Okay, donc, et comment on peut augmenter ce terme? Et vous, en gros, vous rendez le capital humain plus efficace en créant par exemple, je sais pas, des clusters d'innovation, des sortes de Silicon Valley, des choses comme ça. Donc on rassemble le capital humain entre individus qui en ont, pardon, et donc comme ça vous augmentez l'externalité, la création de capital humain, parce qu'il y a des synergies qui se font. Okay, bon. Donc ici, voilà la fonction de production intensive. Si vous calculez la PLK, si je dérive YT par rapport à KT, j'ai quoi? J'aurai alpha, donc KT alpha moins 1, mais il y a tout ça. D'accord? Donc ceci, donc un niveau de capital humain élevé, une externalité de capital humain élevée, peuvent compenser l'handicap du niveau de capital élevé. Donc ici, il y a le capital humain peut compenser le capital physique. Ok, voilà. Donc voilà, ici, c'était ça donc cet exo, c'était pour vous montrer que les théories de la croissance endogène, elles changent le game, quoi. C'est-à-dire que cette loi des rendements marginaux décroissants du capital de Solow,
n'existe plus, est neutralisé ou est compensé avec d'autres facteurs qui font que, eh bien, on peut avoir une PMK, qui n'est plus décroissante, mais qui peut rester constante, qui peut même être pourquoi pas croissante. Donc on peut avoir une croissance économique infinie dans un monde fini. Voilà pour cet exercice 2. Alors ici, première des 3 questions ouvertes que je vais traiter. Donc on vous demande si le modèle de Barrow appelle-t-il à l'utilisation de politiques budgétaires actives pour favoriser la croissance de long terme. Si oui, lesquelles? Bon, déjà, ce qu'il faut indiquer, c'est le modèle de Barrow, il s'inscrit dans la théorie de la croissance endogène, c'est-à-dire que la croissance économique, elle est expliquée par le système économique lui-même. Elle est endogène, elle est auto-entretenue. Donc ici, Barrow, alors son interprétation, c'est quoi? Bien, c'est les dépenses publiques productives, c'est-à-dire des dépenses publiques, alors vous définissez le terme, donc ce sont des dépenses publiques qui ont eh bien, un impact significatif sur la fonction de production. Donc il y a G dans la fonction de production. Vous mettez Y égale, ok. Bon, vous faites apparaître le G. Alors, est-ce qu'il faut avoir donc des politiques budgétaires actives? La réponse donc est oui, parce que G eh bien, joue sur Y. Second élément, vous dites oui, mais. Pourquoi oui, mais? Parce que eh bien, c'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Il y a ce niveau taux étoile, donc le niveau optimal. D'accord? Donc si, donc là vous confrontez l'effet positif et l'effet négatif. Donc oui, c'est bien les dépenses publiques productives parce que donc on augmente effectivement la production, mais au-delà d'un certain point, il y a un effet d'éviction qui est là. Donc il faut trouver un niveau optimal de dépenses productives. C'est pas un impact direct, positif, tout le temps. Et enfin, lesquels? Donc là, vous sortez quelques exemples. Donc, vous pouvez dire tout ce qui est lié aux infrastructures, aux dépenses de R&D, l'investissement éducatif. Bon, en gros, tout sauf eh bien, les transferts. Les transferts, c'est bien toutes les allocations existantes. Donc, je sais pas, vous dites allocation APL, allocation familiale, voilà, chômage, etc. Donc tous les transferts, ainsi qu'effectivement les salaires. Voilà, parce que là, il y a un impact. On considère qu'il y a un impact de court terme, certes, mais à long terme, non, pas d'impact sur le potentiel productif de l'économie. Donc voilà pour cette première question ouverte. Alors, seconde question ouverte, en quoi les modèles de croissance endogène ont mieux permis de comprendre la croissance de long terme? Bon, déjà il faut dire le contexte où se placent les théories de la croissance endogène. Donc initialement, si on prend le modèle de Solow, donc de 1956, il y a ce problème où l'on n'a pas de croissance de long terme. On a une croissance qui est seulement transitoire, qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre bien, avec la loi donc, du rendement du capital, d'accord. Donc une PMK qui est assez élevée pour compenser la dépréciation, la croissance démographique. Voilà. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, on a cet état stationnaire. Et donc, on arrive au cas étoile, donc ALES, d'accord. Et donc, on a une stagnation des variables partout. Donc, on n'a plus de croissance de long terme. Alors, Solow dit quand même, enfin, on ne peut pas l'expliquer, du moins. Solow dit, il y a quand même une croissance de long terme qu'il reconnaît, d'accord, lorsqu'on a effectivement, donc, par exemple, le G2A, la croissance du progrès technique,
Mais le problème, c'est que ce G2A n'est pas expliqué par Solow. Il considère que, eh bien, c'est un résidu. C'est tombé du ciel, c'est exogène. Donc, pour Solow, en gros, le long terme, la croissance de long terme, s'il y en a, donc elle est technologique, et donc il y a ce problème du résidu. Donc c'est complètement exogène. Donc on ne peut pas expliquer. Donc 30 ans après, donc fin des années 80, le premier c'est Romer 86. Là effectivement, on comprend la croissance de long terme. On peut expliquer, on peut donc donner bien, donc, une notion de croissance auto-entretenue. Donc là on peut expliquer la croissance de long terme. D'accord? Donc il y a plusieurs théories de la croissance endogène. Donc voilà, de 1986 jusqu'à 1980, le gros c'est jusqu'à 95. Donc là on explique la croissance de long terme. Alors il faut citer 2-3 exemples. Donc par exemple Romer, vous pouvez dire que là donc c'est bien la croissance de long terme s'explique grâce à une externalité technologique. De l'investissement. Après, il y a par exemple Lucas, 88, qui lui met la notion de capital humain. Ou Barreau 90, qui lui fait appel aux dépenses publiques productives. Donc chacun à sa manière explique, donc fournit voilà, donc une explication qui est endogène, qui est inhérente au système économique, pour bien voilà, donc comprendre la croissance de long terme. Donc voilà pour cette question ouverte. Alors troisième question ouverte. Selon vous, les hypothèses de convergence conditionnelle et absolue présentes dans le modèle de Solow sont-elles vérifiées dans la réalité? Donc déjà ici ce qu'il faut faire, c'est commencer par définir ces deux concepts. Donc la convergence conditionnelle, donc c'est quoi? Eh bien c'est de dire que vous avez donc je mets des K étoiles ES, okay, pour dire donc des états stationnaires qui sont spécifiques à chaque économie. Donc selon des paramètres structurels. Donc c'est-à-dire que alors Solow prend, donc si on prend le modèle de Solow, il y a le taux d'épargne qui est important, il y a donc la croissance démographique, on peut aussi mettre la dépréciation du capital, donc des paramètres qui font que bien la valeur du K étoile varie selon les économies. Donc dans la réalité, donc ceci est plutôt vérifié. On observe même bien des convergences de clubs dans la réalité. Un meilleur exemple, c'est l'Europe. Donc vous avez, et bien voilà, après la chute donc, de l'URSS en 91, vous avez donc l'Est de l'Europe qui est très pauvre, l'Ouest qui est très riche, et ce qu'on observe depuis maintenant 30 ans, il est vrai grâce aussi à un soutien des politiques européennes, de l'Union européenne, mais on a un rattrapage économique clair qui s'opère. Maintenant vous avez des pays d'Europe de l'Est, centrale plutôt que de l'Est, comme les Tchèques par exemple, qui ont des niveaux de vie similaires bien à des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Voilà. Donc on a effectivement voilà, donc une zone géographique qui a, alors oui, qui a donc des conditions climatiques plutôt communes,
euh, donc une culture aussi qui est plutôt proche. Il y a plein de facteurs comme ça qui font que, voilà, on a des structures qui sont relativement proches, à peu près. Enfin, et ça, on l'observe, on l'observe. Maintenant, pour la convergence absolue, donc là, c'est de dire que donc en gros tout le monde a le même K étoile, donc c'est-à-dire que eh bien quand vous démarrez avec un K étoile, enfin avec un niveau de capital qui est faible, vous allez avoir une croissance beaucoup plus élevée que qu'un pays qui a un K étoile plus élevé, un capital plus élevé. Et ça on l'observe pas du tout. Vous prenez bien les pays africains, l'Afrique subsaharienne notamment, des niveaux de capital qui sont très faibles, mais une croissance économique qui l'est aussi. Quand vous regardez les séries chronologiques sur les dernières décennies, vous voyez qu'en moyenne l'Afrique a un taux de croissance plus faible que, par exemple, je sais pas, que l'Asie. Alors que bon, initialement les deux zones étaient très pauvres. Donc, voilà, l'absolu, ça n'est pas vérifié. Donc c'est effectivement. Donc là, en termes d'exemple, vous pouvez marquer l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc les deux éléments ici. Donc c'en est terminé pour cette vidéo. Donc c'est la dernière. Donc on se voit bien la semaine prochaine pour donc reprendre un petit peu tout ça. Voilà. Donc bonne semaine.